Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans le cours de biologie du développement et du vieillissement. Nous allons aborder dans ce cours un certain nombre d'aspects liés au corps humain et à son développement. Dans les deux premières diapositives, vous retrouverez le chapitre 1 avec les principes généraux du développement, le chapitre 2 lié au développement de la première semaine, le chapitre 3 le développement de la deuxième semaine, le chapitre 4 le développement de la troisième semaine et le chapitre 5 correspondant au développement de la quatrième semaine, et nous nous arrêterons à la quatrième semaine de développement embryonnaire. Nous allons aborder dans le chapitre 1 un certain nombre de principes généraux du développement. Le développement a toujours fasciné les hommes. Aristote a proposé quelques descriptions du développement embryonnaire et des mécanismes pouvant rendre compte de ces phénomènes. Il a même été trouvé des hiéroglyphes dans le temple gréco-égyptien de Komombo décrivant les étapes de la vie intra-utérine telles que les imaginaient les anciens. L'embryologie a trop longtemps été une science descriptive avec une analyse des différents stades de développement successifs en essayant de trouver un lien assurant le passage d'une étape à l'autre. Différents travaux expérimentaux ont été conduits en embryologie afin d'essayer de déchiffrer les mécanismes à l'origine de la mise en place des structures corporelles. Certaines techniques peuvent paraître aujourd'hui obsolètes, mais ne sont pas pratiquées encore de nos jours. Exemple de la séparation du bourgeon caudal de tétard afin de suivre son évolution, ou alors des greffes de tissu. Dans la complexité du développement embryonnaire sont présents différents processus et qui sont donc impliqués dans le développement embryonnaire. Tout d'abord, qu'est-ce que la différenciation? C'est la génération d'une diversité de cellules à partir d'une cellule unique que l'on appelle un œuf fécondé. L'organisme contient un très grand nombre de cellules différentes qui sont toutes issues de la même cellule initiale. Une cellule différenciée X peut se développer et donner naissance à diverses cellules filles, et il est important de connaître les potentialités de la cellule primordiale. Une cellule différenciée dérive d'une cellule primordiale par une cascade d'événements qu'il est intéressant de décrire et de comprendre. Qu'est-ce que la morphogénèse? Elle correspond à l'acquisition de la forme des organes et est hautement régulée et entraîne la formation de structures similaires chez tous les animaux d'une même espèce. Les cellules différenciées ne s'agrègent pas au hasard, mais s'organisent en tissus, voire en organes. Cet assemblage tissulaire correspond au mécanisme général de la morphogénèse. Les cellules doivent se reconnaître entre elles et adhérer par le biais de molécules de reconnaissance et d'adhésion qui assurent la reconnaissance et le tri cellulaire. De façon à ce que l'assemblage soit harmonieux, les cellules doivent dialoguer entre elles par le biais de signaux chimiques des molécules qui sont sécrétées, qui agissent sur des récepteurs, membranaires ou nucléaires. L'ensemble de ces interactions cellulaires sont génératrices de diversité par le biais des inductions tissulaires qui permettent à un tissu d'agir sur le devenir d'un autre tissu en assurant le développement harmonieux de l'organe, voire de l'organisme dans son ensemble. Il existe également le mécanisme de croissance. Afin d'assurer le développement harmonieux d'un organe, la croissance doit être régulée en limitant le nombre de divisions cellulaires, arrêt ou restriction des mitoses. La reproduction des cellules doivent persister dans l'embryon en développement, cellules qui gardent toutes les potentialités pour reproduire un nouvel individu. Ces cellules échappent à toutes les stimulations de différenciation afin de rester pluripotentes. Enfin, l'évolution concerne les processus de filiation entre les différentes espèces.
Afin de garantir un développement harmonieux de l'individu, il est bien évident que différentes molécules vont être impliquées. Ces molécules sont des molécules sécrétées qui peuvent agir notamment comme des hormones. Ces hormones, elles peuvent agir sur des récepteurs nucléaires. Une hormone, c'est une molécule qui est sécrétée dans le sang et qui agit à distance de l'organe cible. Dans le cas des hormones, elles sont produites par une glande endocrine, composée de plusieurs cellules regroupées en glandes, où certaines cellules peuvent être des cellules endocrines disséminées dans un tissu. Ça peut être le cas par exemple de l'épithélium digestif. Cette molécule circule dans le sang, elle possède une nature hydrophobe, dans le cas des récepteurs nucléaires, et le récepteur est généralement un facteur de transcription. Dans ce cas-là, on a affaire par exemple aux hormones thyroïdiennes ou aux hormones sexuelles. Certaines hormones peuvent avoir également un récepteur membranaire. Dans ce cas-là, la substance est toujours produite par une glande endocrine, elle circule toujours par voie sanguine, mais elle a cette fois-ci une nature hydrophile. Le récepteur est une protéine membranaire et la transduction du signal se fait par une cascade d'activation. Molécule à action locale. Dans ce cas-là, l'excrétion et la diffusion se fait dans le milieu extracellulaire et le récepteur peut être membranaire ou nucléaire. Qu'en est-il des molécules hydrophiles et hydrophobes? Les molécules hydrophiles sont des molécules qui, par définition, ont une affinité pour l'eau. Cette molécule, elle est excrétée par une cellule sécrétrice, elle diffuse dans le milieu environnant et elle se lie à un récepteur membranaire qui permet la transduction d'un signal et une réponse de la cellule effectrice. Il existe différentes familles de ligands qui sont en particulier très impliqués dans le développement embryonnaire. La famille des ligands du récepteur de l'EGF, de l'Epidermal Growth Factor. Ce sont des molécules agissant sur le même récepteur, toute cette famille. Ce sont des familles des récepteurs tyrosine kinase et elles correspondent à une famille multigénique. Donc dans cette famille, on retrouve par exemple bien sûr l'EGF, l'Epidermal Growth Factor, l'amphiréguline, la bêta-celluline, le TGF-alpha et l'HbEGF. Une deuxième famille importante, c'est la famille du PDGF, Platelet Derived Growth Factor. C'est un facteur de croissance dimérique et qui présente deux gènes différents, PDGF-A et PDGF-B. Sur ce schéma, nous pouvons distinguer une interaction entre différentes molécules. Certaines, comme SN38 ou la doxorubicine, peuvent activer des voies de signalisation, telles que AP1 ou le NF-κB, qui vont permettre une transcription de l'HbEGF. Une fois qu'il est transcrit, l'HbEGF peut avoir de multiples activités. Elle peut notamment réguler la transcription des cyclines A et D, qui sont des molécules intervenant dans le cycle cellulaire et dans la régulation du cycle cellulaire. Au final, l'ensemble de l'activation de ces voies peut permettre des mécanismes de prolifération cellulaire, mais aussi des mécanismes anti-apoptose et des mécanismes de tumorigénèse. Concernant la famille des FGF, il existe 19 FGF différents, leur sécrétion est interstitielle. Ils utilisent des récepteurs membranaires spécifiques avec 4 gènes codants et ils ont une forte affinité pour l'héparine. La famille du TGF-bêta, c'est une grosse famille également, comprenant un très grand nombre de membres, plus d'une trentaine, et ils exercent un rôle important dans le développement. Ils peuvent avoir une forme inactive, initialement produite. Ils exercent sous la forme dimérique, en formant des homo- ou des hétérodimères. Et les différents membres qui sont connus dans cette famille sont par exemple le TGF-bêta, l'activine,
les BMP. BMP, c'est pour Bone Morphogenetic Proteins. BMP, c'est pour Bone Morphogenetic Proteins. Nous serons amenés à en reparler plusieurs fois. VG1 ou le GDNF. Glial Derived Neurotrophic Factor. Qu'en est-il des molécules hydrophobes? Ce sont donc des molécules qui n'aiment pas les milieux aqueux. Dans ce cas-là, elles ne diffusent pas de façon libre. Elles sont transportées par des protéines cargo et elles agissent sur des récepteurs nucléaires. C'est le cas des œstrogènes, de la progestérone, des androgènes, des hormones thyroïdiennes et des corticoïdes. Lorsque ces molécules sont sécrétées ou excrétées à partir d'une cellule sécrétrice, elles sont prises en charge par une protéine cargo qui permet de les transporter et d'éviter leur dégradation lors de leur transport sanguin. Une fois qu'elles sont amenées à la cellule cible par voie sanguine, elles peuvent traverser la membrane par leur affinité avec la membrane et elles sont prises en charge par un transporteur cytoplasmique qui leur permet de transloquer vers le noyau. Et une fois que le complexe ligand-récepteur se situe au niveau du noyau, elles vont interagir avec des zones promotrices de gènes, elles vont donc se lier à l'ADN et réguler la transcription de certains gènes. Les molécules de signalisation et donc le ligand peuvent être de nature différente. Ces molécules peuvent être de nature lipophile. Dans ce cas-là, elles posséderont une affinité avec la membrane plasmique et pourront traverser ou diffuser au travers de la membrane cellulaire et se lier à des récepteurs nucléaires ou cytosoliques. Le complexe ligand-récepteur, généralement transloque au niveau du noyau, pour aller réguler l'expression des gènes. Mais il arrive, dans certains cas, que le récepteur soit directement au niveau du noyau et la molécule va être transportée par un transporteur cytosolique vers le noyau afin de se fixer sur le récepteur nucléaire. Toutes les réponses engendrées par des molécules de type lipophile seront des réponses lentes dues au changement dans l'activité des gènes pour la simple et bonne raison qu'il faut au minimum 30 minutes pour permettre des modifications cellulaires dues à des molécules de nature lipophile. Lorsque l'organisme a besoin de réactions rapides, ce sont des molécules agissant sur des récepteurs membranaires qui vont être impliquées. Ces molécules peuvent être de nature lipophobe ou lipophile et elles se lient aux récepteurs de membrane. Lorsque l'interaction se fait entre le ligand et le récepteur, une ou des cascades d'activation intracellulaire sont activées et permettent une réponse rapide de la cellule. Abordons maintenant la notion de transduction de signal. En ce qui concerne les récepteurs membranaires, il existe toujours une certaine concentration de ce que l'on appelle des seconds messagers dans la cellule. Il n'y a jamais de niveau zéro dans cette concentration de seconds messagers. Mais lorsqu'il y a absence de stimulation, on considère qu'il y a une concentration faible en second messager. Lorsque la cellule est activée par une interaction ligand-récepteur, dans ce cas-là, la concentration en second messager va augmenter et cette stimulation entraîne justement une forte concentration en second messager qui est signe d'une activation cellulaire. L'exemple qui est donné sur ce schéma est un récepteur couplé aux protéines G. On considère que le ligand, c'est-à-dire la molécule de signalisation, correspond à un premier messager. Cette molécule, telle qu'elle est donnée dans l'exemple ici, peut être par exemple l'épinéphrine. Une fois que le ligand se fixe au récepteur, le récepteur est activé, la protéine G se détache et va notamment à la rencontre d'une molécule d'amplification qui s'appelle l'adénylate cyclase ou adénylylcyclase. Dans la mesure où c'est une molécule d'amplification, elle va utiliser de l'ATP pour former 3 molécules d'AMP cyclique ou CAMP. L'AMP cyclique, c'est un second messager. Dans toutes les voies de signalisation, il active une protéine kinase A
donc ici la pKa, et cette protéine kinase A, elle a la propriété de pouvoir phosphoryler des protéines. Et les protéines phosphorylées vont être des protéines activées qui vont entraîner des réponses cellulaires. Donc ça, c'est un exemple de cascade de premier messager vers second messager. Dans le cas des hormones, une cellule endocrine va sécréter, donc son produit de sécrétion, c'est-à-dire son hormone, dans le flux sanguin. Cette molécule, par le biais du sang, va pouvoir circuler sur de longues distances dans l'organisme et se fixer sur une cellule qui possède le récepteur. Dans ce cas-là, la cellule est appelée une cellule cible. L'interaction ligand-récepteur va engendrer des cascades de signalisation intracellulaire et des réponses cellulaires. Dans le cas où la cellule est sans récepteur, elle ne pourra pas répondre à la molécule de signalisation. Dans ce cas-là, ça n'est pas une cellule cible, il n'y aura pas de réponse. Seules les cellules cibles avec récepteur pourront répondre au signal. Dans le cas d'un signal électrique, en particulier bien sûr pour les neurones, ce signal électrique induit une libération de molécules de signalisation qui peuvent se fixer sur un récepteur localisé sur une cellule cible à proximité du neurone et entraîner une réponse cellulaire. Cette cellule cible peut être un autre neurone ou une cellule musculaire par exemple. Que se passe-t-il dans le cas précis des neurohormones? Comme le nom l'indique, les neurohormones sont des hormones sécrétées par des neurones. Elles sont libérées à l'extrémité de l'axone, dans le flux sanguin, puisque de très nombreux neurones peuvent avoir un lien direct avec des capillaires. Dans ce cas-là, la molécule va être libérée dans le flux sanguin et, comme toute hormone, circuler sur de longues distances et aller soit activer des récepteurs localisés sur des cellules cibles et entraîner une réponse cellulaire, ou n'avoir aucune action sur les cellules dans la mesure où la cellule n'a pas le récepteur. Dans ce cas-là, il n'y a pas de réponse. Il s'agit de communication cellulaire sur de longues distances. Qu'en est-il des molécules de signalisation extracellulaires et des différents types de récepteurs membranaires? Il existe 4 familles principales de récepteurs membranaires. Des canaux qui sont régulés par un ligand. Dans ce cas-là, le canal possède le site de fixation du ligand et la liaison d'un ligand ouvre ou ferme le canal. Deuxième catégorie, des récepteurs qui sont dits à domaine enzymatique intrinsèque. Ici, il s'agit de récepteurs tyrosine kinase qui sont capables de phosphoryler des protéines sur des tyrosines. Ici, la liaison d'un ligand sur un récepteur à activité enzymatique active une enzyme intracellulaire. Il existe également la famille de ce que l'on appelle les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, qui sont des récepteurs à protéine G. Donc ce récepteur dont la structure protéique traverse 7 fois la membrane et il y a des protéines G. Lorsqu'ils sont activés par un ligand, la protéine G se détache pour aller activer par exemple des molécules d'amplification. Ici, la liaison d'un ligand à un récepteur couplé aux protéines G ouvre un canal ionique ou modifie par exemple une activité enzymatique. Autre exemple, les intégrines. Nous en avons déjà parlé en cours. Les intégrines sont des récepteurs cellulaires localisés sur la membrane basale. Elles fixent également des ligands, en particulier le domaine RGD de la molécule de fibronectine ou de l'aminine. Ces intégrines sont des récepteurs qui traversent la membrane et qui sont reliés, grâce à des protéines d'ancrage, aux molécules du cytosquelette. Dans ce cas-là, la liaison d'un ligand sur les récepteurs des intégrines peut être amenée à modifier le cytosquelette. Voyons désormais comment fonctionnent les récepteurs canaux-ioniques. Ces récepteurs canaux sont des canaux ioniques permettant la sortie ou l'entrée d'ions dans la cellule. Lorsqu'un ligand se lie à un récepteur membranaire, il va initier la transduction du signal par les protéines et activer des enzymes d'amplification. Elles produisent des molécules de second messager. Nous avons vu l'exemple de l'AMP cyclique, nous en verrons d'autres par la suite.
ces molécules de second messager modifient l'ouverture ou la fermeture du canal ionique. Les seconds messagers peuvent également activer des protéines kinases qui phosphorylent les protéines, rendant ainsi les protéines activées, ou augmentent le calcium intracellulaire, permettant d'activer des protéines liant le calcium et qui sont activées par une augmentation du calcium intracellulaire. Dans ce cas-là, que ce soit les protéines phosphorylées ou les protéines liant le calcium, elles vont entraîner des réponses cellulaires. Le canal ionique, il peut à la fois lier directement une molécule, et dans ce cas-là, gérer son ouverture ou sa fermeture par la fixation du ligand, mais le canal peut être également régulé par un autre récepteur membranaire, tel qu'un récepteur couplé aux protéines G. Vous voyez ici sur le schéma que la protéine G peut être en mesure de réguler également l'ouverture ou la fermeture du canal. Quoi qu'il en soit, ce canal va permettre un changement dans la perméabilité membranaire aux ions, par exemple sodium, potassium ou ion chlorure, et entraîner un signal électrique. Lorsque les protéines sont sensibles au voltage, les variations d'ions vont permettre d'activer ces protéines et entraîner des réponses cellulaires. Les récepteurs à activité enzymatique intrinsèque possèdent un domaine extracellulaire qui permet une fixation du ligand. La molécule de signalisation se lie ainsi au récepteur de surface et active la tyrosine kinase située du côté cytoplasmique au niveau de la partie intracellulaire du récepteur. Cette tyrosine kinase, grâce à l'ATP, va phosphoryler des protéines sur les tyrosines et créer des protéines phosphorylées avec, en plus, création d'une molécule d'ADP. La protéine phosphorylée sera capable d'entraîner des réponses cellulaires adaptées en fonction du type de cellule ou de l'environnement. Dans le cas des récepteurs couplés aux protéines G, l'adénylcyclase sert de molécule d'amplification. Vous retrouvez sur le schéma le récepteur couplé aux protéines G avec ses 7 domaines transmembranaires liés par le domaine intracellulaire aux protéines G. Lorsque le ligand se fixe au récepteur, le récepteur devient activé et une sous-unité de la protéine G se détache pour aller se fixer sur l'adénylcyclase. Il se crée donc une activation de l'adénylcyclase qui, en tant que molécule d'amplification, va transformer de l'ATP en 3 molécules d'AMP cyclique. L'AMP cyclique, par la suite, active la protéine kinase A et comme toute kinase, va phosphoryler des protéines qui peuvent ainsi, une fois qu'elles sont phosphorylées et leur activation activée, va permettre des réponses cellulaires. Comme nous l'avons vu sur la diapositive précédente, les récepteurs à protéine G possèdent une interaction avec l'adénylcyclase qui sert de molécule d'amplification. Une fois que le ligand, ici l'exemple qui est donné c'est l'adrénaline, se fixe sur le récepteur à protéine G, elle permet l'activation des sous-unités de la protéine G. Vous voyez que la protéine G comporte une sous-unité alpha, bêta et une gamma. C'est la sous-unité alpha qui se détache, elle est liée au GTP et elle va activer l'adénylcyclase qui permet la transformation de l'ATP en AMP cyclique. L'AMP cyclique, par la suite, va activer la protéine kinase A qui peut passer du cytoplasme au noyau. Et dans le cas de l'adrénaline et sa voie d'activation, la pKa va aller phosphoryler des régulateurs de la transcription et entraîner ainsi une activation de gènes cibles et leur transcription en ARN messager. Sur ce schéma est présent 2 voies d'activation parallèles qui aboutissent au final à la production du même second messager qui est l'inositol triphosphate et à l'activation de la calmoduline. À gauche, en haut, vous pouvez distinguer une molécule signal qui correspond au premier messager, se fixe sur des récepteurs couplés aux protéines G.
Ce récepteur couplé aux protéines G active une protéine G qui va aller ensuite activer la phospholipase C, qui va transformer le PIP2, le phosphoinositol diphosphate, en deux molécules, le DHG et l'IP3. Parallèlement, une autre molécule signal peut se fixer sur des récepteurs tyrosine kinase et activer également parallèlement la phospholipase C, qui elle aussi va transformer la molécule de PIP2 en diacylglycérol et IP3. Ces deux molécules correspondent à des seconds messagers. L'inositol triphosphate va aller agir sur les récepteurs du réticulum endoplasmique, qui sont des récepteurs à l'IP3, et vous savez que le réticulum endoplasmique joue le rôle de récepteur d'organites permettant un stockage du calcium. Dans le cas où l'IP3 se fixe à son récepteur, il y a ouverture de canaux calciques au niveau du réticulum endoplasmique et la libération de calcium, qui joue également le rôle de second messager. L'augmentation intracellulaire du calcium active la calmoduline et ensuite, à la chaîne, différentes protéines vont être activées pour entraîner des réponses cellulaires.